Salam alaikum, je suis Mohamed Oulaoud, je suis consultant socio-économiste, accessoirement ancien ministre de l'économie il y a presque une vingtaine d'années. Et dans le cadre de cette interview avec Émergence, euh, je donnerai mon point de vue sur la situation de l'économie et ses perspectives, notamment avec l'exploitation en prévision des ressources gazières et aussi des importants projets d'hydrogène vert que le pays est appelé à conduire ou à mettre en œuvre au cours des toutes prochaines années. Voilà. L'économie mauritanienne, comme vous le savez, est une économie qui est en grande partie dépendante de l'exportation de matières premières, notamment le fer et le poisson, et donc de ce fait soumise aux aléas de la fluctuation de la demande et des prix sur le marché international. Et donc, euh, en conséquence, elle peut avoir des chocs assez forts s'il y a une forte baisse de la demande ou des coûts de ces matières premières-là. C'est une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée. C'est une économie qui se tertiarise de plus en plus. Le secteur des services occupe de plus en plus de place. Et c'est une économie où le secteur industriel demeure assez embryonnaire, même s'il a connu une évolution au cours des dernières années. C'est une économie qui, malgré tous les progrès au cours des dernières années, n'a quand même pas encore réussi à réduire de manière très sensible la prévalence de la pauvreté et la prévalence du chômage, notamment à travers la création d'emplois décents qui permettent d'avoir un revenu, qui permettent à nos concitoyens de vivre dans de bonnes conditions. Donc je dirais que c'est une économie qui a un fort potentiel, qui n'est pas exploitée aujourd'hui de manière optimale et qui, je l'espère, avec les perspectives qui sont celles de l'économie du pays, va pouvoir être un véritable, je veux dire, moteur de la transformation de la société mauritanienne vers davantage de prospérité, davantage d'équité et davantage de réduction des inégalités. Distinguons entre le gaz et l'hydrogène vert. Il est prouvé aujourd'hui que nos ressources en gaz sont assez importantes. Il est attendu au cours de l'année présente, 2024, le commencement de l'exportation. Avec ce gaz, il y aura d'une part une augmentation du revenu de l'État qu'il pourrait utiliser pour mieux diversifier l'économie, mais aussi il pourrait y avoir une plus grande utilisation du gaz dans la production d'énergie électrique et donc améliorer notre taux de couverture de nos besoins en énergie par une ressource propre comme le gaz, ou qui est en tout cas bien plus propre que le fuel. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40% de couverture de nos besoins, et avec les perspectives d'exploitation du gaz, nous devrions aller au moins à 50%, sinon plus. Et quand il y aura l'hydrogène vert, ça sera une transformation totale. Et, aujourd'hui, nous sommes parmi les champions en Afrique en termes de couverture des besoins d'électricité par des ressources propres. Et avec l'exploitation du gaz et de l'hydrogène vert et de la potentialité en termes d'hydrogène vert, nous serons probablement au top. Pour ce qui est de l'hydrogène vert, nous sommes aujourd'hui parmi les 5 pays africains qui sont les plus attractifs pour l'investissement en hydrogène vert. Et nous avons déjà, je dirais, des projets en cours de montage avec des grands opérateurs internationaux. Et le développement de ces projets nécessitera une mise à niveau des infrastructures du pays, que ce soit les infrastructures de transport terrestre, les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures portuaires, les infrastructures de transport de l'énergie. C'est-à-dire donc qu'il y a là, avec cette mise à niveau des infrastructures, un potentiel de croissance assez important et aussi donc un potentiel de création d'emplois assez important, d'emplois durables, d'emplois pour les jeunes. Naturellement, il faudrait pour l'utiliser, pour que ces opportunités d'emploi deviennent
des réalités et qu'elle profite à notre jeunesse, il faudrait que notre système de formation professionnelle et d'enseignement supérieur s'adapte suffisamment à temps pour que nos jeunes puissent être suffisamment qualifiés pour profiter de ces emplois-là et qu'ils ne soient pas obligés de chercher de la main-d'œuvre qualifiée ou des compétences extérieures pour utiliser ça. C'est donc dire que si on s'y prépare suffisamment bien, il y a, il y a un espoir assez grand pour que l'exploitation du gaz et la mise en œuvre des projets d'hydrogène vert entraîne une transformation profonde de l'économie mauritanienne qui deviendrait beaucoup plus créatrice d'emplois, beaucoup plus réductrice des inégalités et sur le plan spécifique de l'énergie, une nette réduction du coût de l'énergie qui aujourd'hui est l'un des facteurs inhibitifs pour l'investissement, que ce soit pour les privés, que pour les privés nationaux, que pour les privés étrangers, et qui aussi aujourd'hui grève le budget des ménages parce que les factures d'électricité sont assez importantes. Donc, on espère qu'à terme, avec le gaz et l'énergie issue de l'exploitation de l'hydrogène vert, il y aurait une réduction sensible du coût de l'énergie et de sa disponibilité naturellement, notamment à l'intérieur du pays. Bon, pour que le secteur privé saisisse ces opportunités-là, d'abord, il faudrait qu'il le veuille et qu'il soit, si j'ose dire, assez proactif pour cela. Nous savons tous que notre secteur privé mauritanien est peu enclin à des investissements sur de longues périodes qui sont risqués. Et nous espérons qu'avec le rajeunissement progressif de notre classe d'entrepreneurs, il y aurait cet esprit-là d'exploration de nouveaux champs d'activité comme cela, comme celui de l'énergie. Et il y a déjà quelques entreprises mauritaniennes de grande taille qui sont dans le secteur, qui sont opérateurs ou qui sont partenaires des entreprises étrangères dans la fourniture de services pour l'exploitation future du gaz, mais aussi pour tous les services qui sont les services de logistique, les services pour des entreprises d'exploration pétrolière et gazière et aussi pour certainement pour les entreprises qui viendront s'occuper de l'hydrogène vert. Donc, il faudrait que le privé s'y investisse davantage, mais il faudrait aussi que l'État l'accompagne. Et je disais tantôt que les perspectives de l'hydrogène vert exigent de l'État une mise à niveau de ces différentes infrastructures qui, certainement, eu égard au volume d'investissement qu'elle nécessitera, ne pourra pas se faire uniquement sur financement privé et qui probablement se fera essentiellement dans le cadre de partenariats public-privé avec des entreprises de grande taille. Et c'est là des opportunités pour des entreprises mauritaniennes de s'animer à ces entreprises-là pour un transfert de technologie, pour un transfert de compétences, mais aussi surtout pour l'apprentissage dans un secteur nouveau qui ouvre des perspectives importantes en Afrique et ailleurs dans le monde. Naturellement, l'État devrait accompagner ces entreprises privées à travers tout ce qui peut favoriser l'accès à des financements de long terme auprès des différents guichets des bailleurs des institutions financières internationales qui ont des guichets destinés au secteur privé et le rôle de l'État en termes d'encadrement, de conseil et d'orientation de ces opérateurs pour la mobilisation de ces ressources-là est un rôle qui devrait être davantage promu et d'après les informations que j'ai, le ministère en charge de l'économie s'attelle à cette tâche-là afin qu'il y ait davantage que nos opérateurs économiques privés tirent davantage de profit des opportunités de financement qu'offrent les institutions de financement internationales. Naturellement, il faudrait aussi que, comme je le disais tantôt, que notre système d'éducation-formation s'adapte pour que les ambitions de nos entreprises privées soient portées aussi par une main-d'œuvre et des compétences bien qualifiées à travers donc cette refonte ou cette redynamisation de notre système d'éducation-formation. Notre économie a certainement des lacunes de compétitivité, et je disais tantôt que il y a nécessité, et les autorités publiques en sont conscientes,
de mettre à niveau nos différentes infrastructures. Des efforts ont été déjà entrepris. Quand on regarde au cours des dernières années, vous avez le port de Ndiago qui a été fait, le port de Tanit, vous avez l'agrandissement en partie du port de Nouakchott, du port de Madibo aussi. Ça se poursuivra. Vous avez un développement des infrastructures routières. Nous avons eu récemment cette connexion avec l'Algérie. Il y a un programme d'infrastructure routière qui est en cours et appelé à se développer. Quelques appels d'offres internationaux ont été lancés pour des partenariats publics-privés dans le secteur des infrastructures, notamment pour la route Nouakchott-Boutilimite. Il y aura certainement aussi pour Nouakchott-Rosso et le bac de Rosso de l'autre côté pour fluidifier nos échanges avec le Sénégal et donc avec l'Afrique au-delà du Sénégal. Donc, il y a un ensemble de projets qui sont en cours et ils seront certainement appelés à se développer davantage, et notamment dans le cadre de partenariats publics-privés, afin que nous mettions à niveau nos différentes infrastructures, que ce soit les routes, les ports, les aéroports, les infrastructures de transport d'énergie, pour que nous soyons réellement compétitifs, parce que si nous voulons rester dans le top où nous sommes aujourd'hui, les 5 pays les plus attractifs pour l'hydrogène vert, notamment, il faudrait que nous mettions à jour nos infrastructures, et les pouvoirs publics en sont conscients, et je suis sûr qu'ils prendront les dispositions nécessaires pour que nous comblions rapidement les lacunes de compétitivité que nous avions encore et que nous soyons davantage attractifs pour les investissements étrangers. Voyez-vous, l'histoire des pays qui ont réussi au cours du siècle dernier, du début de ce siècle, nous montre que c'est à force de volonté. Quand il y a la volonté politique, quand il y a des améliorations réelles de la gouvernance, rien n'est impossible. Prenez Singapour, prenez même la Chine aujourd'hui, qui est en train de devenir la première puissance mondiale, prenez l'Inde, prenez la Turquie, qui il y a quelques années était un pays relativement pauvre, prenez la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1965, elle était plus pauvre que nous, la Britannique, presque. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes puissances économiques mondiales. Donc, c'est une question de volonté politique d'abord, de gouvernance, d'engagement de l'État, mais aussi d'engagement du secteur privé, et donc de transformation des mentalités. Et dans ce cadre-là, un élément est essentiel, c'est notre jeunesse et sa capacité à accompagner la transformation du pays. Et ça passe par l'éducation et aussi par la formation professionnelle. Vous êtes jeune, donc vous n'avez certainement pas vécu beaucoup à l'étranger. Moi, je vous dis, moi qui ai vécu à l'étranger, quand vous appelez un serrurier pour vous arranger, quand vous avez un problème de serrure, ce serrurier, je me rappelle une fois, ça m'avait coûté plus de 200 €. C'est dire donc que les métiers que nous autres Mauritaniens ici, nous répugnons à exercer, ailleurs dans le monde, ce sont des métiers très lucratifs. Un serrurier, un plombier, un mécanicien, il gagne très bien sa vie. Il gagne très bien sa vie ailleurs s'il est bien qualifié. Nous, ici, notre jeunesse n'en veut pas, elle préfère aller escalader des murs pour aller ailleurs, alors que si notre dispositif de formation professionnelle et d'enseignement technique permet d'avoir une jeunesse bien qualifiée, elle pourrait saisir des opportunités d'emploi qui vont se créer et ne pas les laisser aux étrangers. Et elle pourrait donc élever progressivement, avec l'amélioration de la situation économique, les revenus qu'il en tire pour aspirer à une vie décente, avoir sa maison, avoir sa voiture, son système de retraite, prendre ses vacances, envoyer ses enfants dans les meilleures écoles publiques, puis d'enseignement supérieur. Et cela est bien possible. L'exemple des autres pays est assez parlant, et nous ne sommes pas une exception dans le monde. Si nous le voulons, nous pouvons, et je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être lancée, et j'espère qu'elle aboutira. Mon conseil est qu'il est temps, après 60 ans d'indépendance, 64 ans d'indépendance, que nous ayons une économie beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus créatrice d'emplois décents, beaucoup plus réductrice des inégalités. Et pour cela, je crois qu'il faut des politiques publiques beaucoup plus volontaristes. Et nous les voyons depuis l'avènement avec l'actuel président. Nous voyons que les politiques publiques sont assez volontaristes. Et nous avons
en cours une réforme, même si elle est à son début, du système éducatif sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés, afin que l'école républicaine puisse aboutir à une transformation de notre système d'éducation-formation pour avoir une jeunesse bien outillée pour saisir les opportunités qui seront celles du pays et donc réussir l'élargissement de la base productive du pays et donc multiplier les opportunités de création d'emplois bien rémunérés qui permettent à leurs titulaires de gagner suffisamment, de gagner bien leur vie et donc de vivre décemment en Mauritanie au lieu de faire, de tenter l'aventure pour aller ailleurs. Cela nécessite naturellement chez nos hommes d'affaires d'être beaucoup plus, d'avoir un sens des responsabilités sociales, si j'ose dire, beaucoup plus importantes et donc de s'engager sur des projets d'avenir qui sont importants, ce qui nécessitera un accompagnement de l'État en termes de mobilisation de ressources pour le financement de l'eau, mais aussi une plus grande, je veux dire, implication de nos opérateurs économiques dans les secteurs porteurs, que sont les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme. Quand je dis plus grande, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais ça veut dire que ce qu'ils ont fait est en deçà de ce qu'ils pourraient faire et en deçà des déclarations. Quand on prend par exemple, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, quand les pouvoirs publics ont décidé que l'élevage va être là une priorité absolue et qu'il est temps que nous exploitions de façon optimale nos potentialités en termes d'élevage, les hommes d'affaires se sont réunis, les opérateurs économiques ont dit on va mobiliser plus de 3 milliards si ma mémoire est bonne, et on va investir. Il est temps que les déclarations d'intention se transforment en un véritable projet et que nous ne laissions pas des opportunités réelles inexploitées et que nous ne suffisions pas des effets d'annonce. Et là, ça nécessite un plus grand accompagnement de l'État, un renforcement de la concertation entre l'État et les opérateurs privés pour que, ensemble, on ait cette nouvelle dynamique qui va permettre un décollage de la Mauritanie, je l'espère.